Salut à tous et à toutes et bienvenue dans ce nouveau numéro de Projet Conspiracy. Après une très longue absence, j'ai jugé utile de faire un retour dans le monde obscur des théories du complot, notamment avec celles qui circulent sur la pandémie de Covid-19. Depuis le début de la pandémie, un nombre incroyable de théories du complot circulent sur la toile. Certaines qui traitent d'une origine artificielle du virus, d'autres d'un complot sur les masques, d'autres de théories totalement biaisées sur l'hydroxychloroquine et le professeur Raoult, des liens présupposés entre la pandémie et la 5G, ainsi que des thèses anti-vax qui profitent du contexte sanitaire pour proliférer. Dans ce contexte est sorti un film dont vous avez très certainement entendu parler parce qu'il a beaucoup circulé sur les réseaux. Il s'agit de Hold Up de Pierre Barnerias. Ce documentaire traite et dénonce une série de manipulations qui auraient été faites sur la pandémie de Covid-19. 2h40. Ce truc dure 2h40. 2h40 de manipulation et de biais de confirmation. Ce film est une caricature de ce qui se fait de pire dans la sphère complotiste en termes de techniques de manipulation et de nocivité pour le débat public. Comme à chaque fois qu'on décortique une œuvre, on va s'intéresser au CV de l'auteur. Donc Pierre Barnerias, si j'en crois sa fiche Wikipédia, est un réalisateur qui a commencé à travailler comme journaliste pour la radio, la presse écrite et la télévision. En 2010, il fonde T-Prod, qui, comme son nom l'indique, est sa société de production. En 2013, il devient proche de la Manif pour tous, où il défend les thèses complotistes, notamment sur le fait que la préfecture cacherait le vrai chiffre des manifestants. Ça a été débunké depuis un bon moment. Ça. Par la suite, avec sa société de production, il va faire de nombreux films, notamment M et le troisième secret, un film qui traite des apparitions de la Vierge Marie au XXe siècle et d'un complot du Vatican, des communistes et des francs-maçons pour en dissimuler le secret. Hein? Quoi? J'ai pas vu le film, je fais que lire le synopsis d'Halluciné. En 2020, via des plateformes de financement participatif, il commence la production de Hold Up, un documentaire censé promouvoir le pluralisme des voix sur la pandémie de Covid-19. Sauf que, comme vous le constatez, le sujet est largement euphémisé. Euphémisé, bouffon. Pour contourner les modérations des plateformes de crowdfunding. Donc ici, on a affaire à un réalisateur militant et proche des milieux traditionnalistes. Sa démarche militante ici n'est pas le débat. Mais c'est intéressant de voir d'où vient le réalisateur pour essayer de voir la pertinence de ses propos ainsi que son objectivité. Pour tout vous avouer, je comptais pas vraiment faire de vidéo sur ce sujet à la base. Parce que parfois, débunker un film complotiste revient à lui faire encore plus d'audience et plus de publicité. Et ça, malheureusement, de la publicité, il y en a eu. L'ensemble des médias télévisuels et écrits ont traité de ce documentaire avec plus ou moins de pertinence. Mention spéciale tout de même à la rubrique Check News de Libération qui a pour habitude de traiter des théories complotistes, ainsi que le magazine Science Avenir qui apporte quand même un éclairage scientifique et technique sur les propos du film. L'idée ici ne va pas être de débunker l'ensemble du film. Il me faudrait 4 heures de vidéo et encore plus de boulot derrière, c'est pas un format qui est clairement faisable. On va plutôt essayer de décortiquer ensemble les types d'arguments, les biais cognitifs et les techniques de manipulation utilisées par ce genre de film. Ça va vous permettre de voir pourquoi il rencontre un tel succès et peut-être vous donner des petits mécanismes d'autodéfense intellectuelle pour ne plus tomber dans le panneau. On va commencer par le biais qui structure ce film, qui en est son ossature, le millefeuille argumentatif. La technique dite du millefeuille argumentatif consiste à inonder son public avec une flopée d'arguments, qui sont souvent moindres, pris tout seul, mais qui s'enchaînent à une telle vitesse qu'ils viennent noyer notre esprit critique. Commencer par cette technique me permet aussi de vous résumer le propos du film. Vous êtes prêts? C'est parti. L'OMS et le gouvernement nous mentent, la maladie n'est pas si grave que ça, les masques traumatisent nos enfants, la démocratie est bâillonnée, les tests PCR sont truqués, on construit des camps d'internement au Canada, la chloroquine ça marche, le gouvernement a menti, le confinement ça sert à rien, la Suède s'en est mieux sortie que nous, le Big Pharma c'est pas bien, Pokémon Covid! Attendez, sérieusement, ils ont foutu un putain de Pokémon Covid dans leur documentaire, mais c'est quoi ce chose là? Regardez, il a des petits bras, il couronne des yeux, cigare dans la bouche, mais comment est-ce qu'on peut gober des conneries de machin qui nous sert un Pokémon Covid? Vous êtes sérieux? Voilà, bon, désolé, un petit moment de faiblesse, bon, j'en étais où moi? Attendez, c'était que la 17ème minute du film ça? Ok, on reprend. Les vaccins sont un complot, le corona a été créé en laboratoire, la Bilderberg, Bill Gates, sa conférence de Davos, le Great Reset, la 5G, la crypto-monnaie.
Qu'est-ce que ça vient foutre là, la crypto-monnaie? Mais ça a aucun rapport en vrai. Gouvernement mondial, Jacques Attali et nanoparticules pour contrôler le monde. Ok. Il y avait beaucoup trop de choses là. Et c'est ça en fait le millefeuille argumentatif. C'est on vous spamme d'informations pour noyer votre esprit critique. Vous êtes incapable de traiter ce genre d'informations en un si court laps de temps. Parce que clairement, j'ai pas fait un résumé décousu exprès pour critiquer le film. Ça, c'est le vrai ordre du film. Le film sort vraiment les arguments dans cet ordre-là. D'autant qu'on vous noie tellement d'informations qu'on peut sortir la pire absurdité du monde en plein milieu et vous allez finir par le gober. Faut apprendre à cohabiter avec. On peut pas exterminer un virus. Si on peut en éradiquer des maladies, on a éradiqué la variole en 1979 grâce à la vaccination. C'est plutôt une bonne chose parce que la variole ça faisait quand même plusieurs millions de morts. La polio qu'on vient d'éradiquer d'Afrique, ce qui est plutôt une bonne chose aussi, parce que je vous mets pas d'image mais je vous invite à taper polio sur Google. Je vous conseille de faire ça après manger par contre parce que c'est un peu délicat. Voilà. Mais par contre, je vous prends pareil que lorsque vous aurez tapé polio, que vous aurez vu les images sur Google, vous allez cavaler prendre un rendez-vous chez votre médecin pour faire votre rappel vaccinal. La rougeole, qui a presque disparu, l'OMS tablait sur sa disparition aux alentours de 2015, mais malheureusement, elle revient notamment dans des pays dits développés comme l'Angleterre et la Grèce. Pourquoi me direz-vous? Eh bien à cause de la baisse de la couverture vaccinale. Pour être efficace, ce vaccin doit couvrir 95% de la population. Et les campagnes anti-vax ont malheureusement effrité notre protection vaccinale. Merci, bravo. On vous rappelle quand on n'a pas besoin de vous pour autre chose. D'autant que le millefeuille argumentatif a pour avantage de mêler des vérités, des opinions et des faits sans preuve. Par exemple, ici on nous montre que le gouvernement a menti sur la question du masque. Sauf que, en fait, il n'y a rien de nouveau. Je veux dire, ça a été démontré dans la presse. Sauf qu'ici, on s'en sert pour nous expliquer que les masques sont un outil de domination. Quelles sont les preuves? Sur quoi est-ce qu'on s'appuie pour nous dire ça? Là, on nous sort une opinion entre deux vérités pour nous la faire gober très facilement. Et un mensonge, monsieur Mulder, est plus convaincant lorsqu'il est présenté entre deux vérités. Ça, c'est le gros avantage du millefeuille argumentatif. Je vais ouvrir une petite parenthèse ici et on va parler d'un instrument qui est bien pratique pour vous aider à discerner le vrai du faux. Il s'appelle le rasoir d'Occam. Le rasoir d'Occam est un principe de réflexion inventé par le philosophe Guillaume Occam, d'où le nom, au XIVe siècle. Le principe énonce « les multiples ne doivent pas être utilisés sans nécessité ». C'est-à-dire qu'entre plusieurs hypothèses, il vaut mieux privilégier la plus simple, celle qui nécessite le moins d'ajouts pour être cohérente. Ici, par exemple, on a affaire à un gouvernement qui a menti sciemment à son peuple sur la question des stocks de masques. Quelles sont les options? A. Ils mentent pour couvrir leur incompétence et leur impréparation. B. Ils mentent parce qu'ils ont une stratégie élaborée pour manipuler les masses en traumatisant le peuple avec des masques, en les forçant à rester enfermés, pour mieux leur vendre un vaccin derrière, qui imposerait la domination de Bill Gates avec des nanorobots. Ici, je vais privilégier la réponse A, parce que c'est celle qui nécessite le moins d'ajouts pour être crédible. Attention, le rasoir d'Occam n'explique pas tout. C'est juste un instrument qui vous permet d'aiguiller votre jugement. Il peut être perverti par de nombreux biais, qui sert simplement à montrer que parfois l'explication la plus simple est la plus crédible. Fin de parenthèse. Bien sûr, le millefeuille argumentatif ne suffit pas pour vous faire avaler un tel discours. Le film s'appuie également sur un panel d'experts. Et je mets des guillemets à experts. On va voir pourquoi. L'argument d'autorité consiste à rendre crédible une affirmation ou un argument en faisant reposer sa validité sur une personne faisant figure d'autorité. Cela peut être quelqu'un faisant autorité dans un domaine concerné. Ici, par exemple, ce sera la médecine. Une personne ayant une influence sur un groupe d'individus, comme un homme politique ou comme un policier. Dans ce cas-là, on parlera aussi d'argument de l'uniforme. C'est qu'on respecte la personne pour le statut qu'elle a. A noter que l'argument de l'uniforme, ça marche très très bien pour un médecin aussi. Ou même quelqu'un n'ayant strictement rien à voir avec le sujet et où les compétences en la matière peuvent laisser à désirer. Pour diminuer la population et esclavager le reste qui survit. Voire dans certains cas, les compétences tout court. Il suffit simplement que la personne ait une forte audience pour faire preuve d'autorité. Et ça, l'argument d'autorité, le film en use et en abuse. Étant donné qu'on veut nous faire reposer la crédibilité des thèses du film sur la parole de ces experts, on va s'intéresser au profit de certains d'entre eux, voir en quoi ils sont légitimes
pour parler sur ce sujet et également voir dans quelle mesure on peut accorder crédit à leurs propos et leur faire confiance. Cet homme s'appelle Silvano Trota, il est proche de l'extrême droite et des sphères anti-vax. Notez-le quelque part, ça va souvent revenir ça. Il défend de nombreuses théories du complot, notamment celle de la mouvance QAnon sur sa chaîne YouTube. Oui, on fera une vidéo sur le QAnon un jour, ne vous inquiétez pas. Ainsi que la théorie du complot de l'alunissage lunaire. Eh ben on va être copains toi et moi. Bon, en petit rappel, je vous mets le lien de ma vidéo sur le complot de l'alunissage pour ceux et celles qui ne l'auraient pas vu. L'autopub, ça s'est fait... Alors on en était où? Ah ouais, non mais d'accord. Alors en fait, le gars, c'est pas qu'il pense qu'on n'est pas allé sur la Lune, il dit qu'on peut pas y aller parce que la Lune est creuse et qu'à l'intérieur, il y aurait une civilisation d'habitants de la Lune. Ok. Ensuite, il y a cet homme qui s'appelle Olivier Vlumain. Et mon Dieu, c'est quoi ce truc? Non mais sérieusement, c'est la galerie des monstres votre film. Là, entre ça et Pokémon Covid, il va falloir arrêter là. Alors pour lui déjà, ils ont réussi l'exploit de se gourer 2 fois dans l'encart de l'intitulé de son titre. Du coup, on comprend pas vraiment ce qu'il fait. Est-ce qu'il est expert en complot scientifique? Est-ce qu'il en est le responsable? Ou est-ce qu'il est expert en instrument de mesure? On sait pas vraiment. Et ce qu'on sait encore moins, c'est ce qu'il raconte. Je vous donne un extrait. Sans la 5G, il n'y a pas d'Internet des objets, ce qu'on appelle Internet of Things. Internet of Things, c'est le maillon essentiel des UN Sustainable Development Goals 2030, qui sont la base du Great Reset. C'est aussi simple que ça. Ah oui, c'est vrai que ça a l'air simple. Hein. Alors celui qui a compris un traître mot de ce qu'il vient de dire, qui me l'indique en commentaire, parce que moi j'ai absolument rien bité à ce qu'il a dit. Ensuite il y a cette dame qui s'appelle Nadine Touzeau, qui se présente comme... Je suis profiler, net profiler, chercheur en comportement des cybercriminels. J'ai développé des théories scientifiques et divulgué 5 qui sont étudiées dans pas mal de pays du monde entier. Pourquoi est-ce qu'elle intervient dans le film? Après tout, un profiler criminel, c'est pas grand chose à voir avec une pandémie. Parce qu'en fait elle est là pour analyser les profils de Bill Gates et du Dr Fauci. Et comment est-ce qu'elle fait? C'est vrai que je suis connue pour la particularité de savoir faire des profils sur image. Donc je montre la photo, je ne sais pas qui c'est. C'est une personne qui est extrêmement fausse. Et ça se voit au niveau des commissures de lèvres et au niveau de son regard, au niveau des yeux. C'est une personne qui est très fausse et très secrète également. On le voit également à ce niveau-là. Au niveau de certains traits ici, on appelle ça des signes dans notre métier. Il fait attention à ce qu'il dit, à ce qu'il va faire, qu'il voit, à qui il peut parler, etc., etc. Donc une personne qui n'a pas vraiment de confiance, mais qui n'est pas non plus trop confiante en elle. Alors ça c'est pas de l'analyse comportementale. Ça s'appelle de la sorcellerie. Clairement. Là on est sur un niveau maître Yoda, professeur Xavier et... Qu'est-ce que je raconte? Mais même eux ils peuvent pas faire ça s'ils ont pas la personne en face. Faut arrêter de dire de la merde au bout d'un moment. Le profiling criminel, c'est quelque chose de sérieux et de précis. C'est des heures de travail, d'entretien, compulser des fichiers criminels, des dossiers d'instruction. C'est pas en mode au pif, on regarde la photo de quelqu'un. Alors, moi, je n'avais jamais vu cette personne avant, je ne le connais pas. Par contre, ce dont je suis sûr, c'est que vu le profil dégarni et le petit boucle, je suis sûr qu'il est libéral. Ça, j'en suis persuadé. D'ailleurs, si vous voulez un petit aperçu de ce qu'est le profiling criminel, je vous conseille l'excellente série Mindhunter, basée sur les écrits de John Edward Douglas, un ancien agent du FBI qui a été un des initiateurs du profiling criminel. La série est certes romancée, mais elle donne au moins une petite idée de ce qu'est l'analyse comportementale criminelle dans la vraie vie. Donc cette dame, avec des qualifications et des compétences plus ou moins obscures, a été condamnée en 2014 par le tribunal d'Angers pour escroquerie et tentative d'escroquerie. Elle aurait en effet demandé à la famille d'une personne décédée beaucoup d'argent pour retrouver le coupable. La police a conclu sur cette affaire un suicide, mais pour elle, c'était un vaste complot orchestré par des musulmans pour enlever plein de gens. Ouais, là on cumule dans le complotisme quand même. Des faux profilers, malheureusement, on en a pléthore. On peut penser à Stéphane Bourgoin, par exemple, qui a trompé tout son monde pendant des décennies. Ensuite, il est à noter également que 2 des participants au film, Monique Pinson-Charlot et Philippe Douste-Blazy, ont annoncé publiquement qu'ils se désolidarisaient des propos du film. Donc Philippe Douste-Blazy, au-delà de sa marionnette au guignol, qui a laissé des souvenirs aux plus anciens d'entre vous,
Elle est faite. et l'ancien ministre de la Santé de Jacques Chirac. C'est un fervent défenseur du professeur Raoult et de l'hydroxychloroquine, et c'est dans ce sens-là qu'il intervient dans le film. Quoi qu'on puisse penser de la polémique sur l'hydroxychloroquine et le professeur Raoult, il semble normal qu'il se désolidarise de ce film. En effet, il y a quand même un monde entre prétendre que la chloroquine ça fonctionne et de prétendre que Bill Gates veut contrôler le monde avec des nanorobots. Quant à Monique Pinson-Charlot, elle explique que ses propos ont été détournés de son propos et qu'elle parlait en réalité, lorsqu'elle faisait une comparaison avec l'Holocauste, du réchauffement climatique. Quoi qu'on puisse penser de cette affirmation, on est tout de même tenté de la croire étant donné qu'elle défend cette thèse depuis de nombreuses années. Ici, il ne s'agit ni d'enfoncer ni de défendre ces deux participants. Simplement, ces couacs montrent la démarche de Hold Up qui n'hésite pas à manipuler et tronquer les propos de ses propres invités. Il y a aussi de vrais scientifiques mis au banc de leur communauté comme Luc Montagnier, prix Nobel, militant de la cause anti-vax et défenseur de l'homéopathie, ainsi qu'Alexandra Herrion-Claude, ex-chercheuse à l'INSERM, généticienne, proche des milieux traditionalistes et militante anti-vax. Ils viennent ici pour apporter une caution scientifique au film, sans pour autant apporter ce que l'on attend de chercheurs de leur niveau d'excellence, c'est-à-dire la méthode scientifique. Dans la méthode scientifique, pour prouver ce que l'on avance, on cite ses sources. Mais là, il n'y a rien. On nous sert des opinions, et on devrait les croire sur la bonne foi et les diplômes de ces intervenants. C'est paradoxal de croire un scientifique sur son statut, alors qu'un scientifique doit justement baser ses propos sur des démonstrations et sur ses sources. Comme la plupart des intervenants, ils sont ici à titre de militants de la cause anti-vax. Et en soi-même, il n'y a pas vraiment de problème. Après tout, nous sommes dans une démocratie, et il est tout à fait normal que des gens puissent exprimer leur point de vue. Mais ici, on a deux problèmes. Premièrement, quand on donne la parole aux militants, on doit le citer en tant que tel, et non pas avec des termes tape à l'œil et cache-misère comme lanceur d'alerte, blogueur ou encore spécialiste en sciences alternatives. Deuxièmement, il aurait été souhaitable, étant donné que l'on apporte un point de vue partisan, que l'on ait le point de vue opposé aussi, que l'on ait une voix dissonante, qui se fasse entendre, une voix contradictoire. Mais ici, au contraire, on préfère balayer et disqualifier toute opinion contraire avec directement des termes excluants. Je m'instruis autrement que par les médias mainstream, donc peut-être qu'il est passé à la télé, tant pis pour lui. La télé, pas de changement de cible pour les journalistes. Aucune remise en question, une priorité connue, la recherche du buzz pour divertir l'audimat et gonfler les égos. C'est une affirmation qui n'a absolument rien de scientifique. Sur les plateaux des chaînes d'infos, des médecins continuent de semer la panique, en préférant prescrire la peur à des millions de personnes, à défaut de traitement. Il y a donc un sacré manque d'objectivité dans le propos de ce film, qui devrait titiller notre esprit critique. Cela étant, le film utilise une autre méthode qui est très pratique pour les discours conspirationnistes, les chiffres trompe-l'œil. Ici, on va voir comment on peut manipuler les chiffres et les statistiques pour leur faire dire à peu près ce que l'on veut. À environ 7 minutes 40, on nous balance cette courbe, qui est censée nous montrer que le confinement n'a servi à rien puisque le nombre de morts a explosé durant l'épidémie. Le virus a donc particulièrement sévi du 15 mars au 15 avril, période où nous étions tous confinés grâce à une mesure historique censée ne pas faire apparaître cette courbe. Ici, rien n'est faux, c'est un vrai graphique qui vient de l'INSEE. Ici, la manipulation est dans l'énoncé. On nous parle du nombre de morts et pas du nombre de cas supplémentaires. Or, le confinement a pour but de limiter la propagation de l'épidémie pour soulager les services de réanimation dans les hôpitaux. Sauf que la période d'incubation du virus se fait entre 3 et 15 jours. On voit la courbe descendre en mi-avril, ce qui veut dire que les gens concernés sur ce graphique-là à la mi-avril sont bien ceux qui ont été contaminés aux alentours du 16 mars, c'est-à-dire le début du confinement. Et on voit très clairement que un mois après le confinement, soit à peu près après la période d'activité du virus dans l'organisme, que justement ce chiffre commence à baisser. Donc ce graphique nous montre justement bien que le confinement fonctionne. Ici on nous fait une classique interprétation complotiste d'un graphique. Mais c'est une interprétation, ce n'est pas le graphique qui dit ça. N'oubliez pas, les graphiques sont vos amis. Respect. Ensuite, on nous balance une information comme ça. Les plaintes pour viol auraient été multipliées par 3, selon un expert psychiatre de la brigade des mineurs. En temps normal, il y a 12 000 agressions sexuelles d'enfants chaque jour. Donc on nous parle de 12 000 agressions sexuelles par jour sur des enfants. Déjà, je trouve la corrélation un peu chelou. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les gens sont confinés avec leurs enfants, donc ils sont obligés de les violer, mais c'est quoi cet argument? Et clairement, je vous le dis, ce chiffre est nettement gonflé.
Selon le rapport de l'ONPE, l'Observatoire National de la Protection de l'Enfance, on a bien 12 000 agressions sexuelles sur des enfants par an, pas par jour. On est d'accord, c'est 12 000 de trop. Dans l'absolu, il en faudrait 0. Là n'est pas le débat. Mais clairement, on va convenir que ce que nous dit le documentaire et la réalité, c'est clairement pas le même chiffre. Bon, même si ici, on va accorder le bénéfice du doute, c'est peut-être une erreur involontaire. On a peut-être mal lu sur le rapport de l'ONPE, année et jour. Mais ça montre quand même un manque de sérieux de la part de ce documentaire. Avec un budget comme vous avez eu, vous avez quand même, je sais pas, un comité de rédaction, quelqu'un pour relire votre script. Donc cette confusion année-jour, ça montre soit une grossière manipulation ou un très gros manque de sérieux. Ensuite, dans le domaine des chiffres trompe-l'œil, on a aussi Michael Levitt qui nous explique que la Suède s'en est vachement mieux sortie que nous alors qu'elle n'a pas confiné. Le film nous compare alors de graphiques, encore. Inutile d'en rajouter. Et n'oubliez pas, les graphiques sont vos amis. Celui des morts en France et en Suède à la même période, au pic de l'épidémie. Les graphiques nous montrent qu'au pic de l'épidémie, on tournait autour de 111 morts en Suède et autour de 1438 en France. Il va vraiment falloir arrêter de se foutre de la gueule du monde. En Suède, ils sont à peu près 10 millions. En France, on est presque 67 millions. Ça n'a aucun putain de sens de comparer des échantillons bruts de deux populations aussi différentes en termes de densité. C'est complètement biaisé comme raisonnement. C'est comme si je vous disais, ah ben voilà, il y a moins de morts à Tulle en Corrèze, 14 000 habitants, qu'à Lyon, 513 000 habitants. Ce qu'il faut regarder, c'est le nombre de morts en moyenne par million d'habitants. Soit 14,5 pour la France et 10 pour la Suède. Ah ouais, là, de suite, l'écart, il est beaucoup moins faramineux. Et ça, c'est une variable. Ça peut être expliqué par plein de facteurs différents. Par exemple, l'IDH, l'indice de développement humain. En Suède, l'IDH, il est à 0,937. En France, il est autour de 0,901. Ce qui fait de la Suède le 8e pays sur le classement 2019 en termes d'IDH et de la France du 23e. On voit quand même qu'il y a une sacrée différence à ce niveau-là. Et la densité de population, ça joue un peu dans un facteur épidémique tout de même. En Suède, ils ont 21 habitants au kilomètre carré. En France, on en a 105. Qu'est-ce que vous voulez comparer ? Pour comparer concrètement ces deux graphiques, il faut faire un simple calcul de conversion, ou même un pourcentage. Et clairement, je vais vous l'avouer, je suis très nul en maths. Mais la règle de 3 quand même, ça c'est le niveau collège. Donc vous pouvez me faire venir autant de spécialistes que vous voulez, autant de prix Nobel que vous voulez. Tant que vous ne savez pas faire une règle de 3, vous n'êtes pas crédible pour me parler de statistiques sur une pandémie mondiale. On va arrêter là pour cette première partie parce qu'il reste encore pas mal de choses à dire. Dans une deuxième partie, qui ne sortira pas dans 3 ans, ne vous en faites pas, nous allons voir d'autres aspects de ce documentaire. On abordera notamment comment le film fait un appel à l'émotion ainsi que les autres procédés rhétoriques utilisés pour faire passer ses idées au forceps, ainsi que les très nombreuses approximations scientifiques qu'il avance. Si vous voulez aller plus loin et vérifier mes propos, je vous invite à consulter les liens qui sont dans la description. N'hésitez pas à mettre le petit like, à vous abonner et à partager la vidéo sur les réseaux sociaux. Je vous donne rendez-vous très prochainement pour la suite de cette vidéo. Très agréable soirée.